Je dois remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à vous parler du lien entre la santé et l'éducation. Il faut dire que c'est un sujet très important qui est également très intéressant et on a toujours l'habitude de se poser la question de savoir si c'est un couple ou bien s'il y a une cloison entre la santé et l'éducation. Moi, je suis Cyril Poudiaou, je suis médecin de formation et je travaille dans la région parisienne dans une agence de santé ici. C'est un sujet qui me tient à cœur et voilà, je vais d'emblée vous présenter, proposer en fait le plan que j'ai concocté pour vous. Dans un premier temps, une petite introduction. J'essaierai de vous parler en fait du lien qui existe entre la santé à l'école, la médecine scolaire, la promotion de la santé scolaire. En tout cas, c'est des thèmes qui regroupent un peu la même chose, mais on verra quand même que ce n'est pas du tout la même définition, c'est plutôt en termes de complémentarité. Et puis ensuite, je vais aborder les sujets pour lesquels on m'a invité, notamment de savoir pourquoi il faut mener une action de santé à l'école et comment mener cette action de santé à l'école. Et puis je ferai une petite conclusion avant de passer au débat. Alors, en introduction, je vais... Donc, en introduction, je vais plutôt passer en revue deux définitions. Vous donner la définition de ce que j'entends par école. C'est une définition que j'ai piquée dans le dictionnaire Larousse, qui est très simple, qui dit que l'école, c'est l'institution qui est chargée de donner un enseignement collectif, général aux enfants d'âge scolaire et préscolaire. Alors, une fois qu'on dit ça, on se pose la question de savoir ce que c'est que l'école pour l'université, et tout ça, c'est une autre définition. Mais en tout cas, la raison pour laquelle on est ici, c'est surtout de parler, c'est comme ça que moi je l'ai compris, surtout de parler en fait de la santé à l'école, destinée en fait aux enfants, aux jeunes enfants, aux pré-ados et puis aux ados, en sachant que ceux qui sont à l'université sont devenus majeurs et que bien évidemment, s'il y a une action à mener vis-à-vis de cette population-là, ce ne sera pas en termes d'obligation comme on pourrait éventuellement le penser pour l'école primaire jusqu'au lycée. La définition de la santé, c'est une définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, en gros, la santé d'un individu ou bien la santé d'une collectivité, ça ne veut pas forcément dire que du moment où la personne n'a pas un handicap, que la personne n'est pas malade. Donc la santé touche tous les domaines qui contribuent justement au bien-être de quelqu'un. Ça peut être le psychologique, la tête, au niveau du cerveau, au niveau de la mobilité, au niveau de certains symptômes qui peuvent handicaper le quotidien de cette personne-là. Donc la santé, la définition de c'est un ensemble. Il faut dire aussi que l'école est un lieu d'apprentissage de la connaissance et du savoir, mais la principale question qui nous réunit aujourd'hui est de savoir est-ce qu'on peut apprendre et bien réussir à l'école si on vit dans un environnement sanitaire défaillant. C'est la grande question. Je m'en vais là vous donner juste un exemple d'une maladie, une parasitose qu'on appelle oxyvirose, qui est l'oxyvirus, c'est un petit ver qui contamine les individus par voie digestive. Et le plus souvent, c'est le ver femelle, la nuit, se déplace pour aller se loger au niveau de l'anus de la personne qui l'a infecté, et c'est là qu'il pond ses œufs. La conséquence, c'est que il y a un phénomène de démangeaison, d'irritation au niveau de l'anus, et à la longue, ça peut entraîner certains symptômes du genre nervosité et perte de l'attention chez la personne qui est contaminée. C'est une pathologie, une maladie qui touche le plus souvent les enfants de 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, on ne demande pas aux élèves, aux enfants de 5 à 10 ans d'aller travailler. On leur demande d'aller à l'école, d'apprendre, de grandir pour devenir en fait les adultes de demain et de la nation. Un enfant, des enfants de 5 à 10 ans qui sont contaminés par ces parasites, à l'école,
je vous garantis que c'est des enfants qui vont beaucoup plus s'intéresser à la démangeaison anale que se concentrer sur les cours qu'on leur donne. Et donc, comme il y a une nervosité derrière également, ça fait que c'est des enfants finalement dont les résultats scolaires seront catastrophiques. Ça, c'est juste un exemple pour vous prendre le décor, pour vous dire que déjà, à partir de ce constat-là, faire en sorte quand même qu'on fasse intervenir la santé au sein de l'institution éducative, c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que pour donner des informations en termes d'hygiène, ne serait-ce que pour également éduquer les enfants, c'est quelque chose de très important. Dans nos pays, surtout en Afrique, et le Togo spécialement, le plus souvent, les problématiques de l'école ou de l'éducation sont reliées aux questions traditionnelles de construction d'établissements scolaires, de manuels et d'enseignants. Certes, c'est des données qui sont très importantes, mais les problèmes du point de vue des processus d'apprentissage et des besoins des apprentis sont légués au second plan. Ces éléments doivent être pris également en compte, même sous forme de priorité. Par rapport à l'exemple que je vais vous donner, il faut aussi qu'on puisse intégrer ces éléments dans l'école pour permettre un plein épanouissement aux apprenants. Parmi les besoins des apprenants, je pense, à mon avis, que la santé est un élément très important, à l'image d'un travailleur qui souffre ou bien qui est malade et à qui on prescrit un arrêt de travail. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui constitue une perte pour la société. Ça veut dire qu'en fait, c'est la sécurité sociale ici qui va le prendre en charge. Donc, du coup, ce qu'il doit faire au boulot, il ne va pas le faire. Donc, ça fait une perte, en tout cas économique. De cette même manière, si on fait le parallèle, un enfant qui tombe malade, qui ne va pas à l'école, c'est quelqu'un qui perd, en fait, qui sera en retard par rapport à son âge et qui, à la longue, bien évidemment, ne pourra être efficace à la longue pour son pays. Donc, c'est très important, justement, de considérer le fait que soigner, admettre que donner l'éducation et l'information en termes de santé et aider les apprenants à pouvoir s'approprier en fait, les thématiques de la santé, c'est quelque chose qui participe à une réussite de l'éducation. Cette note introductive me permet de dire que le choix de l'association bien de ce regroupement est un choix qui est très important, qui est très intéressant, puisque, effectivement, comme on le voit, et dans la suite de mon développement, ça va être quelque chose sur lequel, bien évidemment, il faut lutter. Et si même le gouvernement démissionne en ce moment, ce sera en fait les associations de prendre le relais, en tout cas, d'être plutôt des lanceurs d'alerte pour que les gouvernants sachent que la santé à l'école, c'est quelque chose de très important. Alors, quel est le lien entre la santé à l'école, la médecine scolaire et la promotion de la santé scolaire? Alors, la médecine scolaire, la notion de médecine scolaire regroupe en fait des activités des médecins de l'éducation nationale. Ça, c'est un peu une définition, on va dire, à la française. Et elle ne comprend pas donc en fait les activités des infirmières qui interviennent dans l'éducation de la santé. Dans l'éducation des infirmières qui interviennent dans l'environnement de l'éducation. Ce qui fait que quand on dit médecine scolaire, on a l'impression que, pas l'impression, la définition, c'est que c'est des enfants qui sont malades individuellement qui vont aller voir le médecin scolaire, peut-être parce qu'ils ont une pathologie, ou bien peut-être parce que psychologiquement ils ont d'autres problèmes et tout ça, et donc ils veulent discuter avec le médecin. Alors, le médecin seul, bien évidemment, ne peut pas faire ce boulot, parce que c'est un boulot, un travail collectif, et c'est un travail tiré à la chaîne, et chaque maillon de la chaîne est très important. L'infirmière, le psychologue, l'éducateur de santé, le médecin, chaque personne au sein de cette chaîne est très importante. Et donc, une fois qu'on intègre ces personnes-là dans cette chaîne, la médecine scolaire cède sa place à ce qu'on va appeler en fait la promotion de la santé scolaire, parce que toutes ces personnes vont arriver justement non seulement à inculquer ou bien à donner en fait la santé aux apprenants, mais surtout à faire en sorte que la santé soit promue au sein de l'éducation. Alors, en ce qui concerne la santé à l'école, c'est encore d'une manière, c'est une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus globale, d'autant que le plus souvent, quand on parle de la médecine scolaire, on a l'impression, et c'est souvent le cas, que c'est quelque chose d'une approche individuelle.
l'infirmière scolaire est dans l'établissement. Quand un enfant a un souci, elle va le voir, ou bien il va le voir, et ensuite l'infirmière voit si éventuellement il y a des problèmes, faire ses solutions à lui proposer, si ce n'est pas le cas, plutôt le référer au médecin ou le référer à un médecin spécialiste. La santé à l'école, c'est d'une façon globale où, en dehors de la santé individuelle, il y a le versant de la santé collective. C'est-à-dire qu'on prend en charge individuellement les gens, mais en même temps, il y a des programmes de promotion de la santé, de l'éducation de la santé, qui vont par exemple toucher, je dis n'importe quoi, le VIH-Sida, ou bien le tabac, ou bien la toxicomanie, et tout ça. Donc, le lien que je pourrais faire entre ces trois éléments, ces trois mots, santé à l'école, c'est que c'est des thèmes qui sont dans la définition spécifique, mais qui sont liés entre eux et qui permettent justement de pouvoir aborder d'une façon globale ce que nous appelons la santé à l'école. Alors, pourquoi mener une action de santé à l'école? Là, je vous ai concocté deux chapitres, sous-chapitre plutôt. Le premier chapitre, c'est que je vais parler des missions de la médecine scolaire en France. Et en deuxième position, je vais aborder la relation qui peut exister entre la santé et la réussite scolaire. Alors, très rapidement, les missions de la médecine scolaire en France, elles sont au nombre de 4. Il y a une mission de dépistage, c'est très important. Une mission de dépistage de certaines pathologies, par exemple d'une souffrance à la maison, ou bien des enfants, par exemple, qui seraient diabétiques, qui seraient méconnus. Le fait d'ailleurs que ces enfants présentent quelques symptômes, ça pourrait éventuellement mettre la puce auprès de l'infirmier qui pourrait déjà déclencher ou bien référer l'enfant au médecin spécialiste. On peut également, dans le cas de ce dépistage, voir qu'il y a des enfants qui sont en difficulté, des enfants autistes, ou bien des enfants qui ont des problèmes de locution et tout ça. Donc, la première mission, c'est la mission de dépistage, qui est une notion très importante en médecine, très importante en matière de santé. Si le dépistage est très efficace, il est clair qu'on prend en charge beaucoup plus rapidement, beaucoup plus tôt la personne, et du coup, l'investissement va être un investissement à moins de frais, et la répercussion sur la communauté d'une manière générale va également être à moins de frais. La deuxième mission, c'est la prévention de la maltraitance. C'est sans commentaire. Donc la médecine scolaire également a cette mission de la prévention de la maltraitance. Donc les enfants qui arrivent avec des bleus, alors que la veille, il n'y avait pas des bleus, ou des enfants qui étaient gays, le lendemain ils arrivent avec une forme de tristesse, tout ça, ça pose problème. Et donc du coup, c'est des enfants qu'il faut prendre en charge et puis les interroger pour voir si derrière il y a une maltraitance, pour pouvoir les signaler à temps et éviter que le pire n'arrive. La troisième mission, c'est l'accueil des enfants handicapés. Ça se passe également des commentaires. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit à l'éducation. Donc il faut organiser la prise en charge de ces handicapés. Et ça aussi, c'est la mission de la médecine scolaire. Quels sont les outils qu'il faut mettre en place, quelles sont les structures qu'il faut mettre en place, quelles sont les ressources humaines qu'il faut mettre en place pour accompagner les personnes handicapées qui ont également le même droit que les personnes valides à l'éducation. La quatrième mission, c'est l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, ça aussi, c'est la promotion à la santé, c'est dire, il y a un problème de santé publique, comme par exemple la toxicomanie, les conduites à risque. À l'école, il faut commencer par informer ces jeunes des risques qui sont liés à l'utilisation de ces drogues ou bien de ces stupéfiants. Donc, la quatrième mission de la médecine scolaire, elle est celle-là. Ces missions sont similaires dans les pays développés, dans tous les pays développés. Il est important de savoir que, et c'est ça qui fait d'ailleurs, en fait, la partie importante du fait qu'on se dit qu'il faut faire la santé, pratiquer la promotion de la santé au sein de l'école. Nos enfants, quand ils nous quittent à 8h30 le matin, ils reviennent, soit à 16h30 ou bien 18h. Ça veut dire que de lundi à vendredi, les enfants passent en moyenne 7 à 8 heures à l'école. Cela à partir de 3 ans, durant 16 ans. Donc, vous comprenez que c'est une population cible, facile justement à atteindre en termes d'éducation. Je vous garantis que si vous mettez en place une thématique ou bien un programme d'éducation à la santé chez les adultes,
c'est très difficile de les maîtriser parce qu'ils ont d'autres occupations. La preuve, quand on demande aux gens de venir se faire dépister à partir de certain âge pour les cancers du sein ou bien les cancers du côlon, quand on voit en fait le taux de participation, ça tourne autour de 40 à 50%. Ça veut dire qu'il y a une personne sur deux qui va justement dans ce programme-là. Parce que c'est des gens qui sont difficilement maîtrisés, c'est une population cible qui s'est éparpillée. Et donc l'information est donnée, ben voilà, et chacun fait ce qu'il veut. Alors qu'à l'école, l'enfant il est là, dans un environnement qui est celle, justement, qui est celui de l'éducation, et c'est une façon, c'est une manière idéale justement de pouvoir capter cette population et de leur inculquer les éléments de base concernant l'hygiène, concernant les conduites à risque et concernant les préventions. Et donc, je voulais insister là-dessus parce que quand quelqu'un passe 7 heures à 8 heures en moyenne par jour dans une structure de 3 ans jusqu'à 19 ans, je pense que c'est un moyen idéal justement de pouvoir leur donner les éléments de base qui feront d'eux des individus assez mûrs pour pouvoir conduire un pays après. Alors, ce constat est universel. Donc, c'est quelque chose qui est également valable dans les pays africains, sous réserve d'ailleurs que dans ces pays africains, tous les enfants en âge d'aller à l'école soient scolarisés, ce qui malheureusement n'est pas le cas. L'école constitue donc de ce fait un lieu idéal pour capter une population d'apprenants aptes à répercuter au sein de leur famille les enseignements en matière d'éducation à la santé. Ça aussi c'est le deuxième volet, c'est que les enfants, une fois qu'on leur explique ça, je vous garantis que les enfants, quand ils reviennent à la maison, ils savent vous dire que je peux composer le 17 pour appeler la police parce qu'on m'a dit que si je suis maltraité, on fait ça, je peux appeler la police. De la même manière, quand on dit à un enfant, mais écoute, il y a telle chose qu'il ne faut pas manger, telle chose qu'il faut manger, quand ils reviennent à la maison, ils répercutent au sein de la famille. Et quelque part, ça fait en fait si vous voulez, un profit. Indirectement également un bénéfice au sein de la famille. Et si la famille n'est pas convaincue, de toutes les façons, les parents pourront éventuellement faire la démarche d'aller chercher soit sur Internet ou bien poser la question au médecin. En tout cas, l'information est parvenue aux parents. Si cette action n'était pas mise en place à l'école, ni l'enfant ne sera au courant et ni les parents également ne seront au courant. Donc voilà également un aspect positif du fait qu'il faut introduire quelque part en fait quelques thématiques de santé dans l'école pour pouvoir commencer par sensibiliser les enfants dès le bas âge. Alors, la suite, non, je pense que je vais trop vite, c'est de vous parler de la relation maintenant entre santé et réussite scolaire. Alors ce chapitre, c'est basé essentiellement sur certaines études dont je vais vous relater un peu les conclusions. Je les ai tirées essentiellement des données qui sont issues en fait d'un forum mondial sur l'éducation qui s'est tenu en fait à Dakar en 2000, en avril 2000. C'est vrai que ça fait 14 ans, mais c'est toujours d'actualité. Ce forum était porté sur l'éducation pour tous. Donc, il y avait des chercheurs qui ont fait des études et qui ont démontré que certains aspects, certaines promotions, certains programmes pouvaient aider les enfants à être assidus et à mieux réussir à l'école. Alors, j'ai choisi juste 5 aspects. Le premier, c'est que les interventions en faveur de la santé et de l'alimentation à l'école peuvent améliorer les résultats scolaires. C'est vrai qu'on parle de santé, mais il ne faut pas oublier quand même que quand le ventre est affamé, on a beau vous dire d'aller à l'école, vous n'allez jamais aller à l'école, ou bien vous irez à l'école, mais vous ne serez jamais attentif. Donc l'alimentation également est très importante, et quand on parle de l'alimentation, ce n'est pas n'importe quelle alimentation. Il faut que ce soit une alimentation équilibrée, une alimentation qui aide les enfants également à bien se concentrer et à bien réussir. Alors, les données que j'ai contactées pour vous montrent que dans toutes les régions du monde, l'amélioration des conditions alimentaires et sanitaires peuvent améliorer les résultats scolaires. Il y a des programmes qui ont été mis en place. Au Bénin, par exemple, les enfants scolarisés dans des écoles qui bénéficient de services d'alimentation ont obtenu de meilleurs résultats scolaires que les enfants des écoles qui n'en bénéficiaient pas. Donc, c'était une étude qui a été réalisée par des chercheurs, Jarous et Pimino. En Jamaïque, il y a un programme qui avait mis en place un petit déjeuner qui est offert aux écoliers de l'école primaire. Ce programme a fait augmenter en fait de manière significative la fréquentation et les résultats en arithmétique des élèves comparés à ceux des élèves qui ne bénéficiaient pas de ce programme.
États-Unis, il y a également des études qui ont été réalisées chez des enfants. C'est que des enfants des milieux sociaux défavorisés obtenaient des résultats scolaires significativement inférieurs à ceux des enfants de milieux défavorisés. Donc, on a mis en place un programme pour aider ces enfants des milieux sociaux défavorisés. Et quand ces enfants ont bénéficié d'un programme de petit déjeuner à l'école, ils ont montré une amélioration de leur score, ou bien de leurs résultats, beaucoup plus importante comparé à des enfants qui ne participaient pas à ce programme. Des interventions nutritionnelles telles que l'apport en micronutriments et le traitement des vers intestinaux dont je viens de vous parler, c'est un exemple, ont un effet bénéfique sur l'attention des élèves, leur capacité de résolution des problèmes et leurs résultats scolaires. Bien évidemment, comme je vous ai parlé de l'oxyro, c'est vrai qu'il suffit seulement justement de donner un antiparasitaire à cet enfant-là et le problème est réglé. Mais encore faut-il savoir quand même que c'est ce verre qui vient peut embêter cet enfant-là si le diagnostic n'est pas fait. Il y a des recherches qui ont été effectuées également au Ghana, récemment, qui ont montré que le fait de supplémenter, de donner un supplément de fer aux enfants améliorait significativement des résultats scolaires sur une longue période. Au Malawi, lorsque l'alimentation des écoliers a été complémentée à la fois en fer et en iode, les gains du quotient intellectuel ont été plus importants que lorsque l'iode seul a été apporté. Deux études ont également montré que les enfants qui souffrent d'anémie ferriprive, c'est-à-dire que c'est des enfants qui manquent de sang, et ce manque de sang est dû au fait que ces enfants manquaient en amont du fer. Et que ces enfants qui ont reçu, quand on manque d'anémie, donc on a des capacités assez médiocres au début de la scolarité, et quand on a fait en fait un traitement de cette anémie ferriprive, on a vu que le handicap de ces enfants a disparu et le résultat scolaire était intéressant. Le deuxième chapitre que je voulais présenter dans cette relation de santé, c'est l'état sanitaire nutritionnel des élèves affecte les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et d'absentéisme. Je vois que dans la salle, il y a des gens qui sont de certaines générations, en tout cas, qui doivent vivre, bien connaître en fait ce que je veux dire. En tout cas, moi je l'avais vécu quand j'avais commencé en fait, heureusement que j'avais la taille qui me permettait d'aller à l'école. Avant de vous mettre dans des écoles, commençant en fait la maternelle, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une mesure qu'on demandait aux gens de porter la main juste pour voir si on peut effectivement attraper l'oreille opposée. Si on arrivait à le faire, on réussissait les tests et donc vous êtes admis à aller à l'école. Or, vous pouvez quand même être en face des enfants qui sont chétifs, mais qui ont le même âge que l'enfant qui a réussi à ce test-là. Donc ça crée une discrimination. Le fait d'être chétif fait que vous ne pouvez pas aller à l'école parce que vous êtes sous-alimenté. Et donc, ça a été relevé également. Ça, c'est une discrimination à la base qui fait que finalement, on n'a pas de quoi manger ce soir et on ne peut même pas avoir la possibilité d'aller à l'école. Donc, c'est une double peine. Au Népal, par exemple, une étude a montré que les chances d'aller à l'école étaient de 5% pour les enfants chétifs et de 27% pour les enfants dont l'état nutritionnel était normal. Au Ghana, les enfants sous-alimentés sont scolarisés tardivement et moins longtemps que les enfants mieux nourris. Les programmes de nutrition scolaire ont montré leur efficacité dans la diminution des taux d'absentéisme et d'abandon. Ça également, c'est démontré dans 2 pays. Au Burkina Faso, l'évaluation récente d'un programme nutritionnel a confirmé que les aides alimentaires en milieu scolaire étaient associées à une plus grande régularité dans l'assiduité des élèves, un taux plus faible d'abandon et un niveau plus élevé de réussite aux examens nationaux. Au Malawi, un programme de nutrition pilote d'une durée de 3 mois a provoqué une augmentation de 5% de la scolarisation et une amélioration de l'assiduité des élèves qui atteignait 35%. Le troisième chapitre dans cette relation, ça concerne les programmes de prévention des maladies et de promotion de la santé. Ces programmes sont rentables. Il faut dire qu'on a l'impression que la santé et l'éducation, ce sont, deux départements, deux éléments qui sont budgétivores. Et donc, il n'y a pas un retour sur investissement. Et donc, investir dans la santé, surtout encore dans la santé scolaire, dans la promotion de la santé en milieu scolaire, oh là là, ça, il ne faut surtout pas le dire. Alors, des études ont démontré que l'argent investi en milieu scolaire pour la prévention
des problèmes de santé peut épargner à la société des coûts de traitement de maladies. C'est normal. Parce que quand on mise sur la prévention et qu'on fait en sorte que les gens se responsabilisent et que quelque part ils évitent justement de prendre des risques, ça veut dire que c'est des maladies qu'on évite. Or, si ce programme n'existait pas, les maladies inévitablement vont arriver et du coup, ça fait un coût très important pour la société parce que les gens vont aller à l'hôpital, vont rester à l'hôpital, vont avoir besoin de faire des analyses qui coûtent cher, soit c'est les familles qui paient, soit si on est dans un système sécurisé comme la France, c'est vous et moi qui payons pour ces personnes-là qui seront hospitalisées. Et donc, aux États-Unis par exemple, une étude récente a estimé que chaque dollar investi dans les écoles pour donner une information efficace sur le tabac permet d'économiser 18 $, au niveau des coûts provoqués par les problèmes liés à la consommation du tabac. C'est-à-dire que c'est le traitement de cancer, de bronchite chronique et tout ça. Donc il y a une économie de 18 € qu'on a quand on investit 1 € dans la promotion de la santé. Chaque dollar dépensé pour la prévention de la consommation d'alcool et d'autres drogues permet d'économiser 6 $. Enfin, chaque dollar dépensé dans l'éducation pour la prévention des relations sexuelles non protégées ou précoces permet d'économiser 5 $. Le 4e chapitre, ça concerne le traitement des plus jeunes à l'école qui peut réduire les maladies dans la communauté. Je viens plus ou moins de l'aborder, c'est-à-dire que le fait justement d'anticiper, de donner des éléments, des outils de prévention de certaines maladies au niveau des gens, des enfants, même des adultes, ça permet de réduire en fait le taux de circulation des virus, des parasites dans la population d'une façon générale. Et donc du coup, d'une façon indirecte, c'est la communauté également qui bénéficie de ces promotions-là. Le 5e aspect, ça concerne la promotion en faveur des enseignants. Bien évidemment, on n'a parlé que des apprenants, des élèves et tout ça. Mais quid des enseignants? Mais c'est eux qui sont là. Il faut s'occuper d'eux. Quand on n'est pas bien dans la tête, il est clair que l'enseignement de l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est une éducation qui va être biaisée. Donc, il y a eu également des études qui ont démontré que le fait de s'occuper des enseignants, l'état de santé des enseignants, ça permet justement que ces enseignants puissent se porter d'une façon volontariste, volontairement, et puis donner une plus grande attention à l'éducation qu'ils transmettent aux enfants. Donc, c'est un aspect également qu'il ne faut pas oublier, c'est très important. Un autre aspect, c'est qu'en Afrique, je suis en train de parler des élèves, c'est très important, mais sachez quand même qu'il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent et qui sont plutôt dans le cycle professionnel. Donc, il y a quelque part aussi une action à faire vers ce cycle-là. Les enfants qui sont en apprentissage, coiffure, tailleur, menuiserie, forgeron et tout ça. Donc, il y a également un programme qu'on peut mettre en place si franchement on veut rester global dans l'action qu'on veut mener en termes de prévention de santé. Alors, le suivant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mener une action de santé à l'école. Je vous ai mis la première chose, je vous ai mis qu'il s'agit d'une volonté politique et qu'il faut que ce soit aussi une priorité nationale qui est basée sur la définition d'un cadre dans lequel doit s'exercer en fait cette promotion. Quand il n'y a pas de volonté politique, on ne peut pas y arriver. Il y a des gens, des associations, des ONG qui vont évidemment concocter des programmes assez sérieux pour intervenir dans ces choses. Si au niveau local, au niveau national, il y a une résistance politique, il est clair que les actions ne peuvent pas arriver à bout et obtenir les objectifs, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. La deuxième chose, je vous ai mis, c'est de mettre en place un budget conséquent. Car la santé à l'école coûte cher. Il faut un budget pour ça. Quand on m'avait sollicité justement de faire cet exposé, je me suis amusé à aller regarder en fait le budget que l'Assemblée nationale togolaise a voté en 2013 et en 2014. Et j'ai épluché en fait le budget de l'éducation nationale. Il n'y avait aucune ligne qui parlait de l'éducation à la santé. Je voyais en fait gestion du cabinet du ministre, création d'établissements, salaire des employés, entretien des bureaux, tout ça, mais il n'y avait aucune ligne de promotion de la santé à l'école. Donc, c'est clair. Du moment où dans le budget, ce n'est pas budgétisé, quelle que soit la bonne volonté, quelle que soit en fait la bonne volonté des uns et des autres, c'est pas mis en place, c'est pas mis en place. Donc, il va falloir aussi changer un peu de logique, se dire qu'il ne s'agit pas seulement tous les ans
se dit combien de grandes écoles on va fabriquer pour aller créer une école ici. Quel est c'est important, les salaires des enseignants, le ministre, son hôtel, les bons d'essence. C'est vrai, mais il faut commencer aujourd'hui par raisonner en termes d'action, en termes d'activité qu'on va faire au sein de chaque ministère. D'ailleurs, le budget, quand on le regarde, c'est des budgets qui sont en fait concoctés en fonction des ministères. Donc vous allez voir ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, la présidence, et défense nationale et tout ça. Mais vous n'avez pas en fait des agglomérats, des conglomérats d'activités qui vous permettent de dire ah mais tiens, il y a tel chapitre qui concerne l'éducation pour la santé, il y a tel chapitre qui concerne par exemple l'agriculture, à moderniser tout ça, ce qui fait que bon, vous êtes sûr quand même que bon, mais voilà, si vous faites un projet, vous pouvez vous incruster dans cette partie du budget. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est un élément très important justement auquel il faut remédier. La troisième chose, c'est qu'il faut tenir compte de l'importance de la médecine scolaire et de la santé scolaire dans les plans de construction des établissements scolaires. C'est ne pas oublier les jeunes en apprentissage. C'est ne pas oublier les jeunes en apprentissage, ça je viens de l'évoquer également, parce que sinon, si on oublie les jeunes qui sont en apprentissage, c'est comme si on a fait la moitié, on n'a traité que la moitié du problème. La quatrième chose, c'est vaincre les obstacles. Il faut vaincre les obstacles, bien évidemment individuels, familiaux, communautaristes ou religieux. Je m'explique. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai fait mes études au Togo, l'école primaire, le collège, le lycée. Je suis rentré en fait au lycée, au collège protestant, avant de savoir en fait qu'il y avait quelque chose qu'on appelait médecine scolaire, mais en fait il y avait un infirmier d'ailleurs qui était d'ailleurs logé dans un coin un peu reculé. Et on voyait que c'était un monsieur d'un certain âge. Bon, nous entre amis, on se posait la question, ce papy, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Il y a des gens qui vous disent, ah, mais c'est ce monsieur qui fait des touchés aux gens, tout ça. Toucher, c'est quoi les toucher? Ah, mais écoute, quand tu es malade, tu tombes malade, on ne comprenait pas ce que l'infirmerie venait chercher au sein d'un établissement d'éducation. Bon, on découvrait, parce que on avait déjà dépassé un certain âge, on avait rencontré ça. Si on nous avait déjà appris ça, déjà à l'école primaire ou bien au collège, on aurait déjà cette idée. Donc on était déjà au lycée avant de leur savoir. Encore, on était un peu gâtés, on était bien lotis au collège protestant. Dans les collèges publics, les CEG et tout ça, il n'y en avait pas. Il y avait juste en fait un seul établissement qu'on appelait médecine scolaire qui était à Bonsimé. Et donc les gens qui étaient malades au CEG de Nicolas ou bien de Peuple sont obligés justement de se déplacer pour venir se faire consulter là-bas. Et donc vous voyez déjà que ça vous donne courage, vous vous dites, bon mais voilà, c'est pas la peine de venir là. Donc, nous, on ne connaissait pas. Il y a certaines familles également qui ne comprennent pas ce que vient chercher en fait la santé au sein d'un établissement d'éducation. On peut voir également au niveau des conseils de communauté et tout ça, et puis au niveau religieux, on se dit, ben, moi j'ai envoyé mon enfant à l'école pour aller étudier, c'est pas pour aller lui parler, par exemple, d'éducation à la vie sexuelle, de VIH-Sida et tout ça. C'est une façon de préparer les enfants à la sexualité précoce et tout ça. Il y a de ces préjugés-là qui existent. Donc, quoi qu'on dise, ces obstacles-là existent également, et donc il faut admettre quand même qu'il y a un programme d'information qu'il faut concocter à l'endroit des individus et surtout des familles et des communautés qui ont un pouvoir de pression sur les collectivités ou bien les individus. Ensuite, il faut qu'on intègre dans les programmes scolaires des thématiques de santé à forte valeur éducative et de réduction de prévention des risques. Il faut les identifier. C'est pas, si la drogue peut-être pose un problème en France, ça ne veut pas forcément dire que ça pose le même problème au Togo. Mais ce VIH-Sida pose un problème au Togo, ça peut ne pas être le cas aussi dans d'autres pays. Donc c'est à chaque pays de pouvoir identifier quelles sont les thématiques de santé qui sont des thématiques de santé prioritaires, qui posent un véritable problème de santé publique, et de pouvoir les intégrer dans les programmes et concocter en fait le cadre dans lequel on peut donner ces enseignements aux élèves. C'est très important. Parce qu'on va le faire en désordre, il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit piloté par l'éducation nationale, que tout le monde se mette d'accord là-dessus. Il faut adapter les thèmes également à l'âge des apprenants. Je viens plus ou moins de l'évoquer. Moi, j'ai la chance d'intervenir dans certains collèges sur des thématiques qui sont liées à l'éducation à la vie sexuelle, ou bien le VIH-Sida, ou bien la toxicomanie.
Alors, quand on est dans le 18e, quand on fait l'éducation à la santé, qu'on fait la démonstration des préservatifs aux enfants et tout ça, on n'a pas forcément de retour assez méchant, mais quand on va dans le 17e puis dans le 16e, on a le retour des parents qui sont choqués parce que les enfants sont revenus à la maison avec des brochures dans lesquelles il y a des trucs de prévention, juste des trucs apprenants, on dit comment ça c'est comment, leur fille et garçon, voilà, les parents sont choqués. Les parents sont choqués et donc à partir de là, il faut étudier l'environnement, il faut voir également l'âge des enfants. Il est vrai que quand on veut parler en fait des préservatifs aux élèves, on ne va pas parler des préservatifs à un élève de classe de 6e et de 5e. Donc il faut prendre en compte également l'âge des élèves avant de pouvoir savoir quel est le contenu qu'il faut administrer à ces élèves-là. Le 7e, il faut former le personnel. Ça, c'est le b.a.-ba, il faut les former. Donc, que ce soit le personnel médical, les enseignants, les agents de santé publique, il faut les former, c'est très important, parce que s'ils ne sont pas formés, eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'approprier, en fait, des thématiques qu'ils vont développer auprès de ces enfants. La 8e, c'est qu'il faut valoriser la spécialité médicale en milieu scolaire. C'est très important. Parce que s'il faut le faire pour le faire, sans donner en fait un statut à cette spécialité, très rapidement, les gens vont être découragés. Et vous verrez, moi j'ai un ami qui est médecin du travail ici. Il s'est fait que médecin du travail, c'est médecin, il a fait ses études de médecine, il a fait ses spécialités de médecine du travail, mais le seul problème c'est qu'il est obligé justement d'aller consulter en fait des paysans dans le 77, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, c'est quoi? Vous allez voir, sa consultation se déroule dans les camions, dans les voitures. Donc, ils sont faits pour... Il me renvoie un truc, me dit, mais quand les travailleurs arrivent comme ça et vous demandent, vous avez fait vous la médecine? Il dit, mais oui, mais vous faites la médecine, vous venez travailler dans une voiture, mais je ne suis pas très sûr que vous avez fait la médecine. Donc, il le reçoit comme un choc, en fait, quelque part. Bon, même si après, mais ça n'empêche pas lui de travailler, mais le cadre dans lequel les choses se passent fait que, voilà, c'est ce que lui a envoyé. Il a l'impression que son boulot n'est pas valorisé, en tant que tel, n'est pas valorisé, et qu'il aurait fallu, il souhaiterait plutôt rester dans un cabinet où les gens, quand ils arrivent, ils savent quand même que, il a fait des études, vraiment des études médicales. Donc, il y a cette valorisation des spécialités qu'il faut aussi mettre en avant pour inciter les gens, pour donner l'idée que ce n'est pas une médecine au rabais, mais c'est plutôt une médecine qui apporte une plus-value au développement du pays. Donc, il faut tenir également du plan de construction des écoles de santé scolaire, parce que, comme je l'ai dit, quand vous voyez les CEG qui sont construits, on construit les CEG, c'est en fonction du nombre de 6e, de 5e, de 4e, bien de 3e qu'on aura. Si on a 6 classes de 6e, donc ça fait 6e A, B, C, D, E, F, etc. Tout ça, il y a la direction et puis basta. À peine même, je ne sais même pas, il y a même ça de professeur. La salle de professeur, ça existe, mais c'est encore quelque chose, c'est un luxe. Donc, il faut aussi prendre en compte dans l'architecture de ces écoles le fait qu'il doit avoir une intimité, il doit avoir un local qui est destiné justement à recevoir des gens qui ont des problèmes de santé, ce qui fait que ces personnes en sont rassurées. Ils savent que quand je suis là, même si les vieux ont des oreilles, ce que je vais dire à l'infirmière, c'est quelque chose qui va rester dans la confidentialité. Mais si on ne prend pas ça en compte, il est clair que ça ne va pas du tout inciter les gens à aller exposer en fait leurs problèmes de santé. Et dernière, il faut mettre en place, et d'une façon régulière aussi, une évaluation de ces actions de santé. Parce que c'est ça qui permet justement de se remettre en cause et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de réadapter en fait les politiques. C'est très important dans ces genres de programmes. Il faut toujours mettre en place un système d'évaluation. Je vais terminer en guise de conclusion, pour dire que l'éducation à la santé réalisée à l'école est un excellent moyen de lutte contre les préjugés auprès des adolescents. Grâce à ces jeunes, des informations sur la santé enseignées pourront ensuite être relayées, disséminées et partagées avec les familles et les entourages. Ceci a pour avantage d'élargir le nombre de personnes cibles. Toutes les théories et modèles de changement de comportement ont démontré que le jeune âge constitue le moment idéal d'un changement de comportement.
L'école est en outre le lieu par excellence de prévention des risques évitables que sont les comportements sexuels, le tabagisme, l'alcool, l'usage des drogues, les problèmes de nutrition, le manque d'exercice physique, les grossesses non désirées, la violence, les maladies liées à l'hygiène et à l'assainissement, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le VIH/SIDA et autres maladies chroniques liées au comportement. En gros, ce que je souhaitais vous dire, c'est que pour moi, la santé et l'éducation forment un couple, ce sont des mamelles nourricières d'un développement réussi. Mais de tout ce que je dis et de tout ce que Antoine a dit, on a franchement un long chemin devant nous pour aboutir justement à cet idéal pour lequel nous sommes tous venus ici, parce que quand vous regardez ces élèves, vous vous posez la question de savoir si la santé à l'école est une priorité pour eux. Je vous remercie.